Bonsoir, bienvenue, merci d'être au rendez-vous des grandes questions, le magazine qui vous change les idées. Ce soir, nous allons parler de la femme. Et ça tombe bien d'ailleurs parce que c'est la journée de la femme, c'était le jour ou jamais. La femme est-elle devenue le sexe fort? Avec deux philosophes, d'abord Adèle Van Rett, que vous pouvez entendre tous les matins sur France Culture, parce qu'elle est philosophe de 10h à 11h, c'est d'ailleurs excellent. Bénédicte Lano, alors elle travaille à l'université populaire de Michel Onfray à Caen, en Normandie. Avec eux, nos experts, d'abord Xavier Demoulin, qui publie « Que ton règne vienne » aux éditions Lattès. Asita Kanko, femme politique belge et puis qui travaille aussi à la banque. Un écrivain, de très mauvaise réputation, romancier de mauvaise réputation, Richard Millet. Lucie Vincent, qui est une grande spécialiste de neurobiologie. Et puis la barbe. La barbe ici qui est représentée par Gladys Bernard, qui est maître de conférence à Paris 8 et qui fait partie de ces femmes qui viennent emmerder les hommes quand ils parlent entre eux, de toutes ces grandes tribunes où il n'y a que des vieux mecs sexagénaires dans mon genre et qui sont tous comme ça en train de parler. Là, vous venez emmerder le monde. À la fin de l'émission, notre philosophe, professeur à Paris, Géraldine Mühlmann, viendra nous faire son débriefing philosophique. Et en attendant, vous pouvez nous arroser d'insultes, aucun problème, sur hashtag LGQ, on les attend. Et bien justement, c'est le moment de la grande question. Alors on ne sait pas si c'est le fils, l'enfant naturel de Frank Sinatra, d'Otis Redding, enfin en tout cas, il a une voix, il sait la placer. C'est Alexandre Gamelin qui va vous présenter la grande question en chanson. On regarde. Les femmes sont-elles le nouveau sexe fort? Eh ben voilà bien une question de mec. Sexe fort contre sexe faible, la guerre, toujours la guerre. Et derrière cette question, une angoisse, les hommes auraient perdu le pouvoir, donc leur virilité. Font leur pipi contre les murs, quelquefois même sur leurs chaussures. Pisser debout, ça les rassure, les hommes. Et il faut reconnaître qu'on part de loin. Les hommes aiment les femmes, c'est entendu, mais ils ont tendance à les préférer dociles et à leur service. Femme, on est que deux amis. Femme, qui se peigne un samedi. Femme, fais-nous in the room. Du préfères youpla, boum. Évidemment, c'est pas la grande classe, mais il y a aussi un peu d'esbrouf là-dedans. Si les hommes ont tant besoin d'affirmer leur pouvoir sur les femmes, c'est parce que, face aux femmes, ils sont faibles, fragiles, minuscules. Pauvre diable, que nous sommes vulnérables, misérables, nous les hommes. N'empêche, peu importe les raisons, mais depuis des siècles, les hommes ont assis une position de domination sociale sur les femmes. Et les femmes ont été cantonnées à des tâches domestiques. Moi j'essuie les verres, on faut du café. J'ai bien trop à faire pour pouvoir rêver. Prenez la séduction par exemple. Pourquoi une séductrice est-elle perçue comme une fille facile alors qu'un séducteur est un don Juan? C'est très injuste. Un homme qui aime les femmes, on appelle ça un don Juan. Une femme qui aime les hommes, on appelle ça comment? Un homme qui aime les femmes, on appelle ça un don Juan. Une femme qui aime les hommes, on appelle ça comment? Du coup, face à cette domination inique, il est tout à fait normal que les femmes se soient révoltées pour réclamer le droit de voter, de travailler, d'être aussi bien payées que les hommes, bref, l'égalité et l'autonomie. Je n'ai besoin de personne en Harley Davidson. Alors évidemment, même si tout n'est pas parfait, les choses progressent. Et s'il est vrai qu'aucune femme n'a encore été élue présidente de la République, il semble aujourd'hui parfaitement naturel et légitime qu'elle puisse aspirer aux fonctions suprêmes. Alors évidemment, face à ça, les mecs flippent et peuvent avoir des réflexes phallocrates d'un autre temps. Mais attention, messieurs, les temps ont changé. Gare à vous. Si t'enlèves la sédille, ça fait gare au con, ma fille, gare au con, qui perdent leur sédille. Mais oui, messieurs, attention, parce que si vous ne vous adaptez pas, les femmes risquent de vouloir faire sans nous. Elle a fait un bébé toute seule. Elle a fait un bébé toute seule. Mais la vérité, c'est que cette guerre des sexes est passéiste et idiote. L'égalité des sexes est à l'avantage de tout le monde. Personne n'a envie d'être enfermé dans des stéréotypes masculins et féminins.
Et c'est ensemble que les hommes et les femmes doivent mener ce combat pour l'égalité. La femme est l'avenir de l'homme. Pour résumer, l'homme contre la femme, pourquoi pas, mais alors vraiment, vraiment, vraiment tout contre. Je parlais de Franck Sinatra, il y a un côté Michel Sardou aussi chez Alexandre. En tout cas, bravo Alexandre Gamelin. Adèle Van Rett, alors, l'homme est-il toujours le premier sexe ? Le premier sexe, je ne sais pas. Le dernier non plus. Je pense que c'est un peu mal formulé les choses que de poser cette question parce que déjà... Non, mais il a descendu quelques marches, Alors, non ? mais je ne sais pas s'il a descendu, parce que de quel combat parle-t-on ? Il faut distinguer quand même deux formes de combat. 6 combats il y a entre les hommes et les femmes. Et j'espère d'ailleurs qu'au cours de cette émission, on va arriver à définir ce qu'on entend par l'homme et la femme, parce qu'est-ce qu'on s'adresse à est-ce qu'on fait référence à une réalité physiologique, à un trait de caractère, à un sexe génital ? Déjà, ça, c'est des questions qu'il faut arriver à résoudre avant de savoir entre qui et qui la guerre a lieu. Ensuite, et j'insiste là-dessus dès à présent, il y a 2 domaines qui sont vraiment distincts dans l'affrontement entre ce qu'on peut appeler les hommes et les femmes. Il y a un domaine public politique, où là, il faut à tout prix une égalité. Quand ce n'est pas le cas, évidemment, il y a un combat de la part de celui qui n'est pas à égalité de l'autre. Et il y a le domaine, disons, privé, intime, où là, l'affrontement prend une autre forme et où là, chacun a pu en faire l'expérience, homme comme femme, la domination peut avoir un sens, à condition que cette domination soit équilibrée. Mais personne ne voudrait d'une égalité totale, disons, au lit par exemple. L'érotisme est basé sur une inégalité qui est un jeu. Et donc, pour que l'inégalité puisse être un jeu, il faut une égalité politique de base. Voilà. Oui, parce que ça change parfois. Exactement, il faut que ce soit, sinon ce n'est pas une égalité. Bénédicte Lano, vous êtes d'accord avec ce que vous venez d'entendre ? Tout à fait d'accord pour... C'est pareil en Normandie qu'à Paris, quoi. Pas sûr, ça. Pas sûr. Non, je suis tout à fait d'accord pour dire que la première chose, c'est d'abord de refuser cette espèce d'indifférenciation. Mais ça dépend dans quel domaine on se situe. J'entends par exemple que les femmes et les hommes exercent professionnellement avec les mêmes compétences et les mêmes exigences. Donc, lorsqu'on parle, si vous voulez, disons du travail. Je crois qu'il faut arriver à cette espèce de neutralité. En revanche, dans la vie privée, il est très important, effectivement, de nous différencier. J'ajoute que, pour ce qui concerne le sexe faible, il n'y en a pas, et que les femmes sont effectivement un sexe très fort, et que si il y a une inégalité des répartitions de femmes et hommes, en tant que catégorie sexuée, j'entends, dans la vie de ce pays, ça n'est pas sur les mêmes domaines. C'est-à-dire qu'il y a un univers qui est un univers où triomphent les hommes, mais dans tout le social, dans la médecine, dans la magistrature, dans l'éducation. Il y a vraiment énormément de pouvoir féminin. Donc c'est un nouveau sexe fort. On va y revenir. J'aimerais bien le point de vue des hommes. Enfin, s'ils peuvent s'exprimer dans cette assemblée, on va commencer par vous. Ce que je trouve assez choquant, moi, dans le début de cette conversation, qui est comme ça très apaisée, très calme, c'est le champ lexical utilisé. On parle de combat, d'affrontement, d'opposition, et puis dans... C'est la question qui nous est posée en bien même sûr, temps. non mais j'ai pas dit que c'était vous qui étiez en cause. Non, Je dis moi. que voilà, le sexe contre l'un contre l'autre, c'est cette espèce de champ lexical guerrier comme ça entre les hommes et les femmes. Moi personnellement, je trouve dépassé, désuet. Oui, mais attendez, elle a parlé de jeu. Je ne sais pas si vous avez bien entendu. Je l'ai pas dit que vous aviez dit oui, ça. Mais elle parlait de jeu. La manière dont cette guerre peut être un jeu. Oui, mais justement, cette guerre peut être un jeu, mais la manière dont les choses sont posées font quand même réfléchir aussi. Pourquoi tout de suite être sur cette logique de guerrière, finalement, entre les hommes et les femmes ? Et en revanche, une chose très positive, c'est le distinguo qui a été fait entre la sphère intime et la sphère sociale et professionnelle, qui est très importante. On ne fait plus ce distinguo-là aujourd'hui. Richard Millet, l'homme est toujours le premier sexe ? Non, ce sont les femmes. Ah, ça y est, ça a changé. Ah oui, carrément. Est-ce que vous voulez pas d'engueulade ce soir ? Non, au contraire. Ah oui. J'ai l'habitude. Expliquez-nous. Ah oui, ça y est. Il me semble. Ça y est, depuis quand ? Depuis une dizaine ou une vingtaine d'années. Je veux dire, dans le discours, dans l'idéologie, surtout en Amérique, les femmes ont le pouvoir. En réalité, ce qui me gêne plus, c'est la question de l'égalité politique. Parce qu'on n'est plus dans les rapports entre hommes et femmes, on est plutôt dans l'idéologie et presque dans le dogme. Alors, j'aimerais peut-être que vous me parliez un peu de cette nécessité politique d'une égalité entre hommes et femmes. La question de l'égalité politique, elle ne concerne pas uniquement la question de rapport entre les hommes et les femmes. C'est une égalité qui doit être universelle. C'est-à-dire que là, on parle des hommes et des femmes. Donc, d'un point de vue politique, je parle d'égalité, mais évidemment, l'égalité, elle est indépendante du sexe même. Or, c'est quand ça n'est pas le cas que ça pose un problème. D'accord. Alors, si les femmes sont devenues premier sexe,
Est-ce que cette journée de la femme a encore un sens? Non. Il faudrait Si, faire c'est une journée le de l'homme triomphe, aussi. c'est le alors. triomphe. C'est le Ah, triomphe de faudrait la faire femme. oui, la journée de la femme, c'est Je la pense que journée c'est- du triomphe de la femme, c'est Oui, ça? je pense. Mais je pense aussi qu'il n'est Mais- pas mauvais parce qu'il reste des réserves dans certains pays ou même dans certaines régions de France où ça n'a pas encore été tout à fait perçu et entendu. Donc le machisme continue, hélas. Ouais. Ça dépend une fois de plus sur quelle sphère on se place. Sur le terrain de l'intime, par exemple, qui à mon avis détermine aussi ensuite le terrain social, et c'est pas l'inverse, peut-être que c'est des choses qui ont été perçues depuis très très longtemps. Et que la force aujourd'hui du féminin, de la femme, elle est extrêmement présente, ancrée. Quand on se promène un tout petit peu en France, quelles que soient les catégories, les sociotypes qu'on visite, on se rend compte que la femme aujourd'hui a un rôle très très fort. Oui, Mais alors, elle est qu'est-ce que devenue le ça veut premier dire, la sexe. femme aujourd'hui? À quoi vous pensez Parce quand vous qu'il dites y a, la il y a un femme terrain qu'elle a investi, que l'homme n'a pas du tout investi, qui s'appelle l'autonomie. Et ça, c'est pas une question ni d'argent, ni d'études, ni de statut professionnel. C'est juste une question d'organisation, de manière dont les choses se sont naturellement mises en place. Aujourd'hui, vous prenez n'importe quel foyer français, l'élément de l'autonomie est plus féminin que masculin. Alors ça, est-ce que si je peux me permettre de rebondir Ouais. sur ça, parce que il me semble que c'est Il le me problème semble. majeur Ça, c'est de auquel on fait l'observation. face quand on parle Ouais, de l'homme ouais, et de allez. la femme, Allez, on y va, allez, on rentre dedans, d'essentialiser la femme. La femme, c'est quelque chose. La femme, c'est l'homme aussi, l'autonomie. l'homme aussi, Qu'est-ce que c'est ça veut quelque dire, chose. ça? Est-ce qu'il n'y a pas des hommes qui sont eux-mêmes en charge de l'autonomie au sein du foyer? Vous prenez n'importe quel tribunal de grande instance aujourd'hui, vous voyez des gens qui divorcent tous les jours par kilomètre entier, et vous verrez à la fin du jugement. C'est une qui expérience est- personnelle, là? Non, mais c'est non seulement une expérience vécue, mais c'est un truc que je vois, que j'entends autour de moi, parce que j'ai aussi des amis hommes et femmes, et je vous garantis que sont autonomes par rapport, notamment dans la séparation, par rapport à la rupture que ça engendre et au chagrin que ça cause, les femmes sont beaucoup plus fortes et beaucoup plus autonomes par rapport aux hommes. Ouais. Et ça, c'est une réalité que vous ne pouvez pas nier. Ben si, c'est un constat empirique, et de là pour faire une c'est un constat, réflexion oui, sur ce qu'est empirique. la femme à partir de ce qu'on constate en ce moment, les femmes que vous connaissez ou dont vous avez entendu parler seraient plus autonomes, c'est un peu faible pour en tirer des conclusions mais de ce je que serait la femme. ne prétends pas tirer Ouais. des conclusions sur ce qu'est la femme. Je dis simplement qu'aujourd'hui, ce territoire de l'autonomie me semble plus investi par le féminin que par le masculin. Alors, on va maintenant s'intéresser aux différences biologiques entre hommes et femmes. C'est Jérémy Collado qui va essayer de répondre à cette question en images. On regarde. Si les femmes dominaient le monde, il n'y aurait plus jamais de guerre. C'est avec ce genre de principe incontestable que l'on justifie les différences entre les hommes et les femmes. Aux hommes, la testostérone, donc le pouvoir. Aux femmes, la maternité, donc la douceur. En philosophie, cette théorie a un nom, l'essentialisme. C'est l'idée que notre nature biologique nous détermine prioritairement. Au XIXe siècle, on pensait par exemple que le cerveau féminin était plus petit que son alter ego masculin. C'était la craniométrie et ça a pas mal servi pour justifier la fameuse domination masculine. En réalité, pour la neurobiologiste Catherine Vidal, il n'y a aucune différence entre un cerveau féminin et un cerveau masculin. Grâce aux études de genre, on sait également que le sexe est aussi social et que l'environnement dans lequel on vit détermine nos comportements. Peu importe notre nature, c'est surtout notre condition sociale qui influence nos actes. Oui, grand-mère, il sera à nous quand, ton château? Et au final, c'est plutôt rassurant. Car l'acquis, la culture, c'est ce qui permet de rectifier les déterminismes de l'inné, bref, de la nature. On ne joue pas au ballon à l'intérieur. C'est ainsi qu'un fils d'ouvrier peut donc espérer gravir l'échelle sociale. J'ai encore filé ma chaussette. Et une femme, elle, peut imaginer autre chose qu'une vie de mère de famille. Président, mademoiselle. Continuez, Léon. Merci Jérémy. Alors là, on va passer à la biologie, la neurobiologie avec une grande spécialiste, Lucie Vincent, spécialiste de l'amour aussi. Elle a beaucoup écrit là-dessus. Alors, d'abord, à la naissance, est-ce qu'on est homme ou femme? Vous avez entendu parler des chromosomes X et Y, hein, donc oui, forcément, on est homme ou femme, mais on ne naît pas donc, la théorie du genre, on ne naît pas chef d'entreprise, cuisinier, même mère de famille ou quel que ce soit de spécialisé. Hein. Le cerveau est sensible aux hormones sexuelles, mais pas plus ni moins qu'à beaucoup d'autres éléments de la vie. Hein. Le cerveau est extrêmement sensible au stress.
vécues par la mère pendant la grossesse, par exemple, à la qualité et la quantité de nourriture qu'on ingère pendant la grossesse et après, pendant le développement. Et l'éducation, c'est extrêmement primordial pour développer le cerveau. Comme disait Alain Prochian toujours, l'homme est un exemple d'individuation extrême. Et je pense que quand on parle de ce que c'est un homme ou une femme, c'est pas ça le débat. C'est est-ce qu'on a tous les mêmes opportunités? Tout est une question d'éducation et de disponibilité de moyens et de ressources pour chacun. Pour moi, c'est ça le vrai débat. Non, donc vous faites passer il y a la biologie avant tout. Vous ne pensez pas que l'homme ou la femme sont des constructions culturelles? Non, je ne crois pas du tout, non. Non, et ce n'est pas vrai qu'il n'y a pas de différence entre le cerveau des hommes et le cerveau des femmes. Il y a des différences. Alors dites lesquelles? Il est plus petit d'abord, ce qui ne veut rien dire. Hein, mais le cerveau de la femme est plus petit. Ça ne veut rien dire. Hein, vous savez ce qui est plus grand qu'un cerveau d'homme? Un cerveau d'éléphant. Oui, absolument. Est-ce que ça veut dire quelque chose? Non, mais les éléphants ne sont pas cons, en tout cas. Il ne faut pas dire ça. Les éléphantes non plus, d'ailleurs. Non, mais il y a beaucoup plus de... Alors c'est quoi? Racontez les différences entre les deux cerveaux. En gros, la femme est plus douée pour tout ce qui est langue, communication, empathie, et l'homme est plus doué pour se retrouver dans l'espace et pour se battre. C'est vrai que l'amygdale est plus développée chez l'homme que chez la femme. C'est le centre de l'agressivité. Il y a aussi des hommes qui ont une partie féminine plus développée et des femmes qui ont une partie masculine plus développée. Ça veut dire ça, c'est la moyenne. Voilà. Et quand on a pris un petit garçon et qu'on l'a élevé que dans une maison où il y a des filles avec des chatons, mais il ne va pas développer un taux d'agressivité comme un autre. Cela étant, même chez des singes, si on prend des petits singes qui n'ont pas d'éducation sociale pour leur dire ce qu'ils doivent faire, on les met devant des jouets, eh bien les singes mâles vont choisir des jouets comme les petits garçons les choisissent. Alors, je ne sais pas comment on explique ça de manière... Mais c'est-à-dire tout ce qui est voiture, avion, fusée, des trucs angulaires qui bougent. Richard Millet? Ce que je voudrais dire, pour nuancer un peu ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que plus que l'arrivée, l'accession des femmes au sexe fort, c'est peut-être la défaite des pères, avec un grand P. C'est-à-dire la chute. La chute du père, de l'autorité paternelle, etc. C'est ça peut-être... Il faudra que vous lisiez le livre de Xavier Demoulin. Je crois que c'est pour vous, il a écrit pour vous. Oui, sur le père, oui, il y a un problème de réforme, il y a un problème de, comment dirais-je, d'image à travers laquelle on peut être amené ou pas à se construire quand on est enfant, à savoir une figure paternelle. Après, pourquoi cette figure-là a-t-elle disparu des foyers, de la société, même la gestion de l'entreprise, elle parle de ça. Avant, on avait beaucoup plus d'entreprises qui pratiquaient une gestion paternaliste des individus. Et aujourd'hui, peut-être à tort ou à raison, hein, j'en sais rien, on est passé dans une logique de productivisme bête et méchante. Il n'y a plus ce référent-là. Voilà, comparer la famille à une entreprise, ça peut être une chose, mais plutôt perdre la dimension paternelle au sein d'une famille. Pourquoi est-ce qu'une femme ne pourrait pas endosser ce rôle-là? Mais elle l'endosse très régulièrement et souvent avec brio. D'ailleurs, je reviens à mes préoccupations de divorce. Regardez à qui les juges aujourd'hui donnent la garde. On est très très loin de la parité. Donc là, le problème, c'est pas celui du père, c'est celui de comment l'homme se perçoit dans une société où il a l'impression que la femme va jouer son rôle. Peu importe, les résultats sont là. Je sais pas les résultats sont là. Ça fait qu'il y a beaucoup. Regardez, il y a quand même, on est en 2014, il y a des pères qui montent sur des grues pour voir leurs enfants. Qu'est-ce que vous répondez à ça? On est dans un système, non mais en terminant là-dessus, où finalement il y a l'absence de père, mais il y a aussi plus de respect de l'identité de père. Et il y a des hommes très bien, et aussi des femmes très bien, qui s'occupent très bien de leurs enfants, qui n'attendent que ça, que d'être aussi reconnus comme tels. Et ça, c'est une défaite du masculin, enfin, si on peut le classer comme ça pour aller vite à la télévision. Asita Kanko. De manière générale, je me demande où les hommes étaient avant d'aller monter sur la grue. Parce que, quelque part, je suis aussi maman. Et en fait, les hommes se réveillent le jour où il y a un divorce ou le jour où il y a un souci particulier. Et ils disent « Oh, je suis papa et j'ai des droits. Je suis désolée, mais pourquoi tu n'avais pas de devoirs avant? Il ne faut pas réclamer que des droits. Il faut aussi s'investir. » Un peu hâtive, je ne suis pas en train de généraliser, mais je réagis à ce qu'il a dit, qui dit... Moi, je pense qu'il faut donner aussi la place aux hommes. C'est vrai, mais je ne voudrais pas qu'on prétende qu'ils sont dès le départ, de manière générale, assez investis dans le rôle qu'ils doivent jouer. Pourquoi est-ce qu'une famille
paternaliste qui donne un rôle plus important au père serait meilleure qu'une famille qui donne un rôle plus important à la mère. Je pense que l'équilibre, il varie de famille en famille, ça dépend de ce dont on a besoin, ça dépend du cadre dans lequel on vit. Mais je pense que nous, les femmes, nous voulons l'égalité, mais en même temps, il faut qu'on donne, il faut qu'on délègue aux hommes, qu'on les laisse changer les couches culottes dès la base. Moi aussi, j'ai dû... Est-ce que vous avez conscience que finalement, est-ce qu'on peut dire, c'est une question que je pose. Oui, je vais juste terminer. Ouais, moi j'ai ma question. D'accord, je n'ai pas peur de la question. Okay. Je veux dire, on délègue aux hommes. Les hommes doivent aussi s'imposer pour partager les devoirs qu'on a face au fait d'avoir des enfants. Et comme ça, on va rétablir un certain équilibre. Mais ce n'est pas la faute des femmes si des hommes vous déléguez aux hommes, ça veut dire que vous impliquez que vous avez déjà un pouvoir sur eux. Donc, que vous reconnaissez qu'il y a un pouvoir, psychologique fort de la femme au moment de la naissance de l'enfant sur l'homme, à partir du moment où, par exemple, elle l'a porté et pas lui. Donc, vous placez l'homme à un niveau d'infériorité par rapport à la femme. Si c'est ce que vous venez de dire. C'est pas ce que non, c'est votre interprétation. Mais c'est pas ce que j'ai voulu dire. Mais moi, je suis maman aussi. J'ai un enfant de 6 ans. Ce que je constate, j'ai des amis hommes, des amis femmes. Ce que je constate, c'est qu'on a parfois tendance à penser qu'on peut tout faire. Moi, je l'ai pensé aussi. Je connais beaucoup de femmes qui l'ont pensé aussi et qui pensent que les hommes ne sont pas capables d'assumer certains rôles. Parce que, bon, le bébé est fragile, etc. Mais on doit avoir le courage de dire, on les laisse faire et aussi, ils peuvent le faire. Mais je ne dis pas... C'est juste enlever les mains et laisser les autres aussi jouer les rôles. C'est pas un jugement de l'homme. Lucie Vincent, là, vous pouvez les mettre d'accord? C'est pas quelque chose qu'on peut décider. On ne peut pas déterminer qu'on va déléguer un pouvoir à un autre. C'est quelque chose qui se met en place naturellement avec la biologie. Depuis que les femmes prennent la pilule et qu'il y a moins de naissances et que les hommes s'investissent davantage les enfants pour des raisons de durée, etc. Et sont moins fertiles aussi, d'ailleurs. D'ailleurs, on voit aussi parce que quand... tout nous arrive en même temps. Hein. Quand un baisse père... énorme de la fertilité à cause des pesticides ou je ne sais quoi. Je suis désolée, France, mais en plus de ça, il y a une vraie baisse du taux de testostérone chez les hommes quand ils deviennent pères, qui s'accentue quand ils investissent dans le rôle de père, c'est-à-dire quand ils s'occupent des enfants. Et donc, tout naturellement, les pères qui s'investissent doivent avoir un droit de regard sur le devenir de l'enfant après. Et je crois que ça se met en place naturellement. C'est l'évolution. Question à la grande neurobiologiste, c'est une question qui nous interpelle tous, là, les quelques hommes que vous avez daigné accepter sur ce plateau. Est-ce qu'il est possible qu'un jour, l'espèce humaine se reproduise sans hommes, comme d'autres espèces? Oui, bien sûr. Les femmes entre elles, la partogénèse, enfin, vous connaissez ça? C'est possible, ça peut arriver. Ça arrive souvent dans des espèces. Et qu'est-ce qui va nous arriver, là? Vous me demandez d'exposer mes fantasmes sexuels, là, ce que je ne ferai pas. Expliquez-nous, c'est possible, sérieusement? Non, mais bien sûr, parce qu'avec un spermatozoïde, on fait un enfant. On n'a pas besoin de l'homme. Et des spermatozoïdes, dans une éjaculation, il y en a des millions. Alors, on en a déjà dans des congélateurs pour des raisons d'insémination artificielle, de quoi peupler la Terre avec les femmes qui sont là. Avec les garçons qu'on va faire, on les élève jusqu'à 14 ans. Profitons-en. Je n'ai pas dit qu'on on me demande si c'est possible. Il ne nous reste pas encore il nous reste pas beaucoup de temps sur cette planète. Et pour aller encore plus loin, le clonage et les techniques de génétique moléculaire nous permettent d'envisager, et c'est déjà fait avec la souris, la reproduction de 2 ovules. C'est-à-dire, on prend 2 femelles, on met ensemble les ovules et on fait un nouvel être à partir de ces 2 ovules. Ce qui demande beaucoup de techniques. Mais à quoi est-ce qu'on va servir, nous, les hommes? Alors, une sorte de variable d'ajustement ou quoi? C'est quoi on va réfléchir. Un pot de fleurs sur la cheminée, c'est quoi? Non, mais à quoi on va servir, nous? À quoi on va servir? Quel sexe fort, c'était ça? Oui, mais là, on voit que les choses sont en train de tourner. Alors, justement, tout se fait quand même autour de quelque chose de très important, mais qui pourra survivre même si on n'est pas là. C'est le point G. Le point G. Et il y a une spécialiste du point G qui va nous apporter son grain de sel, la philosophe maison, Géraldine Mühlmann. On vous écoute. Alors, c'est quoi le point G? Alors, vous savez, je ne suis pas gynécologue. J'ai l'intention de vous expliquer ce que vous expliquez déjà, en fait, tous d'ores et déjà, c'est à quel point les questions de corps et de sexe et même d'anatomie sont de grandes questions politiques et à quel point, à l'inverse, les questions d'autonomie politique sont des grandes questions politiques, renvoient très souvent à des questions extrêmement précises anatomiques comme
On l'a vu au moment de la polémique sur le point G. Alors, il faut voir que le mouvement féministe, dans les années 70, il a expliqué à beaucoup de femmes qu'il y avait une chose très importante dans leur vie, dans leur sexualité, qu'il fallait absolument qu'elles en prennent conscience, et les hommes aussi, qui était leur clitoris comme petit bouton externe. Et en 1976, une féministe qui s'appelle Sheer Height a lancé un grand questionnaire, plus de 30 000 réponses, et elle a découvert que 2/3 des femmes n'atteignent pas l'orgasme dans les rapports sexuels avec pénétration, dans le coït, alors qu'elles l'atteignent souvent dans la masturbation ou dans d'autres formes de stimulation. Et tout un mouvement féministe a dit, mais voilà, à la limite, on n'a même plus besoin des hommes et de la pénétration. La question du clitoris est centrale, et elle est centrale dans les débats féministes des années 70. Et dans ce contexte est arrivée la découverte du point dit de Grafenberg, qui a été découvert comme un endroit dans le vagin qui est un peu plus sensible que les autres et qui donne quand même beaucoup de plaisir aux femmes à l'intérieur. Et voilà que les féministes se sont emplafonnés. C'est une très très belle et grande engueulade politique parce que les premières ont beaucoup dit à celles qui défendaient l'existence du point G, comme une simple question scientifique, qu'elles étaient en train de permettre au mâle de se refaire, n'est-ce pas? C'était la phallocratie qui revenait. Alors tout ça est magnifiquement expliqué dans un documentaire que je vous recommande de Ségolène Anoto, qui s'appelle Le point G, la promesse du plaisir, qui est passé 2 ou 3 fois dans Infrarouge sur France 2, tellement ce doc est génial. Vous les voyez toutes, elles s'engueulent, c'est terrible. Et ce qui est magnifique, c'est qu'aujourd'hui, on sait que, à vrai dire, le clitoris est un énorme organe avec 2 corps, que le point G est une de ses racines intérieures, enfin je parle sous couvert des scientifiques, qu'en définitive il n'y a pas 2 sortes de plaisirs complètement autonomes, mais que les 2 renvoient à la stimulation du même organe. Et donc c'est assez beau de voir comment une grande engueulade philosophico-politique, finalement anatomiquement, est à peu près résolue aujourd'hui. Écoutez, stimulez votre clitoris par l'intérieur ou par l'extérieur, avec qui vous voulez, ou toute seule, mais ayez du plaisir et arrêtez de vous engueuler pour des histoires d'anatomie. Donc c'est une belle histoire, je dirais, de philosophie politique. Alors, on va avancer maintenant en nous demandant avec Alexandre Gamelin et en images ce que veulent vraiment les nouvelles féministes. On regarde. Ah, qu'il est loin le temps où les féministes étaient des intellectuels un peu austères, écrivant des livres dont tout le monde reconnaissait l'apport théorique majeur, mais que pas grand monde ne lisait. Aujourd'hui, tout change. Les nouvelles féministes ont épousé les cadres et les codes de notre époque avec un nouveau credo. Pour être entendu, il faut d'abord être vu. Et pour être vu, il faut être spectaculaire. Merci. Ainsi, le collectif de la Barbe propose aux femmes d'envahir des lieux de pouvoir occupés par les hommes en portant ostensiblement une barbe, comme ici lors de la remise du prix Goncourt. Bravo messieurs, vous avez gagné une fois de plus. Vous n'êtes pas tombés dans la féminisation rampante qui nous gagne tous. Dans un autre registre, les Femen, groupe féministe d'origine ukrainienne, mènent des actions coup de poing spectaculaires les seins nus pour défendre le droit des femmes. Seins nus et poings levés, un mode d'action qui attire à coup sûr les caméras. Mais au-delà de l'égalité des droits, c'est le terrain des représentations intimes de l'homme et de la femme qui est investi par les nouvelles féministes. Par exemple, l'artiste et féministe Petra Collins a dessiné pour la firme American Apparel un t-shirt représentant une scène de masturbation d'une jeune femme ayant ses règles, un grand pas pour la cause des femmes et un super coup de communication. Dans un autre genre, la blogueuse et journaliste de Vogue, Carles Curtino, nous invite vidéo après vidéo au plaisir sadomaso, lesbien, hétéro, de façon naturelle et très décontractée. Le nouveau féminisme est à l'image de notre époque, mondialisé, spectaculaire, jouant des nouveaux outils de communication et d'internet, et souvent très centré sur la sexualité. 65 ans après la sortie du Deuxième Sexe, on se demande si Simone de Beauvoir, si elle était en vie, likerait ces nouveaux modes d'action sur sa page Facebook. La révolution continue. Merci Alexandre. Gladys Bernard. Ça sert à quoi encore le féminisme ? Ah, je crois que ma présence sur ce plateau montre que quelque part le féminisme a toujours une raison d'être. Je ne sais pas si vous en avez eu totalement conscience, mais les hommes ici présents sur ce plateau se sont emparés de la parole. Souvent pas vraiment en y étant invités, si un invité à respecter, mais n'ont pas hésité à intervenir. Je
j'ai à beaucoup de moments voulu réagir, mais mon éducation, mon sexe, ma jeunesse, par rapport aussi à la moyenne d'âge des invités, m'en a empêché. Et je me rends compte que ma présence sur ce plateau était un exercice de ce qu'on appelle à la barbe l'empowerment, la prise de contrôle, la prise de parole, le fait de s'emparer des moyens de communication. Là, on voit encore l'histoire du pouvoir, quoi. C'est ça. L'homme est attiré par le pouvoir, veut le pouvoir de la parole, le pouvoir de décider. L'homme est là, tient plus de place. Les études scientifiques le montrent. Dans le métro, les hommes prennent plus de place. Et là, elle a arrêté. On a entendu parler, homme comme femme. Voilà. Et parce que j'ai plus pris la parole de manière arbitraire sans son éducation. Oui, de la mais même manière que nous. C'est un mec, d'accord. Évidemment. Parce que c'est une femme d'un certain niveau d'éducation qui a l'habitude des médias. Ce qui n'est pas, par exemple, mon cas, c'est ma première télévision ce soir. Et donc, je l'ai dit, malgré mon passé féministe, mes implications, mes luttes aux côtés de mes camarades féministes, je n'ose pas spontanément prendre la parole sur un plateau dirigé par une figure masculine. Alors, l'histoire de votre collectif féministe est très amusant parce que l'idée de la barbe, évidemment, ça interpelle, ça sidère, ça crée un malaise, ces femmes qui arrivent avec leur barbe et qui s'installent, qui prennent les micros. C'est ça l'idée, de toute façon, vous. C'est l'idée de choquer, c'est d'attirer l'attention sur l'invisible. En fait, de montrer ce qui est tellement banal qu'il n'est même pas vu. Je vais peut-être mettre ma barbe, ce sera plus parlant. Ah oui. Donc, une action barbe, comment cela se présente ? Nous arrivons tout à fait avec une invitation respectueuse. Allez, mettez-la. Dans des beaux lieux. Maintenant, vous allez pouvoir interrompre tout le monde, c'est bon. Allez, vous la gardez, vous prenez la parole. Voilà. Nous intervenons dans des lieux de pouvoir. Qu'est-ce que c'est un lieu de pouvoir ? Ça peut être une assemblée d'hommes élus, ça peut être un comité, ça peut être un club de réflexion, des grands médias, la remise du prix Goncourt, des manifestations qui sont montrées, vues par des milliers de gens, et où on a 80-90% d'hommes qui prennent la parole et qui s'imposent. On se met derrière eux et on les félicite. On les félicite, on lit un tract. Oui, c'est très drôle, il faut dire à chaque fois, oui, bien sûr. Voilà, mais il y a toujours une première réaction, les gens sont un peu effrayés. Ils vous voient arriver, là, par exemple, là. Parce qu'ils ne charmante savent plus avec votre barbe à la Raspoutine. Et ils ne savent plus qui nous sommes. Ils nous demandent « Monsieur, Madame, sortez ». Enfin, ils sont perdus parce que nous déconstruisons les codes de la communication. Les codes de la communication, c'est une assemblée d'hommes, d'âge mûr, qui parlent à une assemblée mixte. Les femmes sont dans le public, les femmes sont les hôtesses d'accueil des grands colloques, les femmes sont au maquillage, les femmes sont partout, mais sur la tribune, qui parle, ce sont les hommes. Et nous sommes à côté avec nos barbes complètement bizarroïdes, et nous prenons le micro et nous parlons. Et en plus, on il y a aussi des femmes de temps en temps qui parlent dans les colloques comme ça. Il n'y a pas que des ouvreuses ou des hôtesses d'accueil, je vous rassure. Nous intervenons dans des manifestations où 85% des intervenants sont... Vous les choisissez, bien sûr. D'accord. Nous choisissons des cibles. De même, nous intervenons dans des lieux qui sont réellement des lieux de pouvoir. L'amicale... Vous acceptez des hommes dans votre collectif ? Alors, ça, c'est une question qu'on pose toujours au groupe féministe. Est-ce qu'on demande au secrétaire général de la CGT s'il accueille les patrons ? Nous sommes un groupe d'émancipation des femmes. Donc, il faut que nous prenions le pouvoir nous-mêmes. Donc, les hommes ne peuvent pas être féministes. Ils peuvent soutenir, ils peuvent être pro-féministes. Ils peuvent adhérer à l'association des Amis de la Barbe et envoyer leur... Richard Millet, vous allez participer, là vous êtes tenté vous inscrire à l'association de la Barbe ? Je préfère les fémènes à la barbe, finalement. Pour des raisons esthétiques. Il préfère les fémènes, désolé. C'est son droit. Qu'est-ce que vous pensez des fémènes, vous ? Ah, ça c'est une autre question qu'on adore nous poser et on attend qu'on dise c'est mal, les fémènes, nous sommes les vrais féministes parce que opposer des féministes entre elles et les regarder catcher, c'est toujours un petit peu plus oui, vivant. on a passé notre temps à faire ça, nous les hommes. Non, nous sommes les fémènes sont les fémènes, la barbe est la barbe. Nous avons des cibles, des modes d'action différents. Nous sommes des féministes avec des poils, elles sont des féministes à poils. Après, nous respectons la force de leur combat et leur engagement. Elles croient en ce qu'elles font.
Aucune féministe n'est féministe par plaisir ou par volonté d'emmerder le monde, ni pour trouver une place. J'ai un travail passionnant que j'adore. J'adorerais pouvoir complètement me consacrer à ce travail-là. Si je suis devenue féministe, c'est parce que je ne pouvais pas exercer ce travail-là sans subir une discrimination quant à mon sexe, qui pourtant ne devrait pas du tout intervenir dans la... Et je suis entrée dans la lutte, et j'y reste maintenant donc dans l'enseignement et la recherche, dans l'université. En quoi votre sexe vous a empêché? À Paris 8, c'est compliqué d'être une femme, c'est ça que vous dites? Ah non, à Paris 8, c'est la seule université qui est dirigée par une femme. La conférence des présidents d'université, c'est 87% d'hommes. À haut niveau, les professeurs, donc les habilités à diriger des recherches, votre directeur de thèse est un homme à 80%. Ça dépend des disciplines. Les disciplines de sciences dures, on avoisine les 100%. En sciences humaines, on monte un petit peu. Mais quand on est une femme à l'université, on se rend compte graduellement, quand on passe chaque diplôme, qu'on devient chaque année moins nombreuse. Germier. On pourrait prendre un exemple très précis. On vous a vu intervenir lors de la remise du prix Goncourt. J'aimerais que vous m'expliquiez en quoi c'était indispensable d'intervenir là. Parce que 84% des prix littéraires sont remis chaque année à des hommes et que 80% des manuscrits publiés, ça dépend dans le roman noir c'est 100%, sont des œuvres littéraires d'hommes, alors que les femmes représentent la part la plus importante du lectorat. Donc probablement, les statistiques ne sont pas publiées, mais probablement on voit plus de manuscrits. Pourquoi ces manuscrits de femmes ne sont pas publiés ? Écoutez, je suis désolé, travaillant dans l'édition, j'ai l'impression d'être submergé par les manuscrits de femmes. Voilà, je ne comprends pas. Il y a de plus en plus de femmes qui écrivent et de plus en plus de femmes qui publient. Si vous refusez oui, mais vous les statistiques... recevez, vous ne les publiez pas forcément, hein, Germier. Non, ça ne dépend Pourquoi pas de moi. 80% des manuscrits qui sont publiés sont des manuscrits d'hommes? Est-ce que les femmes n'ont pas de talent littéraire? Parce qu'ils ne sont peut-être pas bons, tout simplement. Oui, c'est la conclusion à laquelle on arrive en regardant le prix Goncourt, en regardant Cannes, en regardant Angoulême, c'est que les femmes artistes n'ont aucun talent. Non, mais il y a aussi un préjudice derrière ça, c'est que les hommes ne vont choisir que les hommes, et si on mettait des femmes dans les jurys, et même y compris l'université, elles choisiraient plus de femmes. C'est étonnant aussi que ça comme raisonnement. Est-ce que finalement votre démarche ne va pas reconduire ce que vous dénoncez? Cette fois, c'est les femmes qui vont dominer les hommes. On en reviendra à un problème. Nous ne proposons pas. Nous montrons l'invisibilité. Après, il faut que les pouvoirs publics en place, nous ne sommes pas un parti politique, nous ne les inspirons pas non plus, il faut que les responsables de jury se disent c'est vrai que si l'on considère que le talent artistique est réparti à part égale par les hommes et les femmes, pourquoi ne donnons-nous toujours que ça passe par à des femmes? Toute une éducation en amont aussi, pour que, y compris lorsqu'un homme dirige ou soit préside un jury, il puisse choisir une femme autant qu'un homme. Mais ça, c'est bien plus en amont que ça se passe. C'est pour ça que nous intervenons derrière eux, nous mettons nos babes derrière eux en disant est-ce que c'est normal que vous ne soyez entourés que d'hommes? Mais parlons quand même du fait que dans les avions et les trains, quand on va en première classe, en business class, le matin pour aller à Bruxelles à 9h ou à New York, c'est rempli d'hommes, il n'y a pas une femme. Vous n'allez pas les femmes l'attaquer quand même, c'est le comble. Et les hommes l'attaquent, la femme l'attaque. Tout n'est pas une guerre quand même. Il n'y a pas que le concours. Il y a aussi des femmes dans le TGV en première classe, dans le Xavier Demoulin, dans l'Eurostar. Il y a aussi beaucoup de femmes. S'il vous plaît, laissez parler l'un des rares hommes de ce plateau, Xavier Demoulin. Voilà un exemple flagrant. Les grosses vendeuses de livres comme Catherine Pancol. Et s'il vous plaît, Xavier Demoulin, laissez. S'il vous plaît, mesdames, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez laisser parler Xavier Demoulin? France, ça va. Il faut sortir du cliché, du stéréotype. J'ai l'impression qu'on a une discussion d'il y a 25 ans ou 30 ans, que vous n'avez pas vu le monde évoluer. Il y a beaucoup de femmes qui créent, il y a beaucoup de femmes qui publient, il y a des femmes cinéastes, il y a des femmes qui mettent en scène, il y a des femmes qui créent des expositions. Rendez-vous à la FIAC, allez voir les nouveaux talents. Enfin, je veux dire, ça regorge de ça dans les fondations. Le milieu de l'art contemporain regorge d'artistes féminins. 0,5. Arrêtez avec vos statistiques. Parce que non, nous ne sommes pas dans le préjugé, nous sommes dans le chiffre, monsieur. C'est un peu caricatural. 0,5% des œuvres d'art des musées sont simplement faites par des femmes. C'est décloisonner le coin des garçons, le coin des filles. Dans la création, tout se mélange. Et là, on revient à ce qu'on disait tout à l'heure, à la notion de genre. Quand il y a de la qualité, quand la création est belle, elle est puissante, elle fait rêver, elle amène le désir du spectateur, il n'y a pas de guerre des sexes, on fait la paix. Ça, c'est facile à dire quand on est du bon côté des choses. Mais non, mais c'est pas du bon côté des choses. Quand on est publié, quand on passe à la télévision, quand on est à la tribune, c'est beaucoup plus facile de se faire connaître. Non, mais simplement, des femmes n'ont pas pu être en concurrence avec vous. Mais c'est bon, alors maintenant, une femme. Mon femme... éditrice est une femme, par exemple. Voilà, Karina Houssine chez La Thèse, c'est une femme. Non, alors maintenant, une femme qui n'a pas beaucoup parlé.
Hein Asita Kanko, on ne vous a pas beaucoup entendu jusqu'à présent. Donc vous travaillez dans la banque à Bruxelles, vous faites également de la politique. Vous êtes arrivé à 20 ans depuis du Burkina Faso. Et puis vous publiez un livre très touchant, très émouvant, Histoire d'une vie excisée, parce que quand vous aviez 5 ans, vous avez été excisé. Alors, je pense dans cette conversation-là, vous êtes la preuve vivante qu'il y a encore de grosses discriminations hommes-femmes dans le monde, que la bataille n'est pas encore gagnée. Alors, ce qui est très étonnant, c'est que vous avez la pêche, vous avez pardonné à tout le monde, y compris à votre père, y compris à votre mère. Oui. Comment c'est possible ? C'est possible parce que j'ai cette volonté d'aller de l'avant, de ne pas rester assise là où on m'a dit de m'asseoir. Et je ne me reconnais pas du tout dans le féminisme qu'on vient de montrer. Moi, je me reconnais un peu plus dans ce qui a été écrit il y a longtemps par Simone de Beauvoir. Et je pense aujourd'hui qu'on n'a pas besoin de demander la permission de quelqu'un pour aller rentrer dans une assemblée ou s'asseoir au premier rang. Donc, c'est ce que j'applique dans ma vie professionnelle, en politique ou à la banque, une banque française au sein de laquelle je travaille. Et je n'attends pas, je ne crois pas qu'il y a des places destinées aux femmes et des places destinées aux hommes. En revanche, on est parfois confronté à des situations où, parce que nous sommes nées femmes, il se passe des choses, mais des choses qui ne sont pas uniquement encouragées, donc des choses liées à la tradition, à la religion ou à l'habitude, qui ne sont pas seulement encouragées par des hommes, mais qui sont souvent totalement encouragées et perpétuées par des femmes. Donc je prends l'exemple de l'excision que moi j'ai vécu à l'âge de 5 ans au Burkina Faso. Et donc il y a quand même 125 millions de femmes qui en ont été victimes dans le monde. Et là, ce sont les femmes, vous dites là, c'est la femme qui est l'ennemi de la femme, quoi. Dans ce cas précis, c'est quand même des femmes. Enfin, le père ferme les yeux et puis laisse faire et encourage même, non ? Je ne pense même pas que c'est une question de fermer les yeux ou non, mais moi je ne connais pas la situation de tous les pays. Au Kenya, il y a des hommes qui sont impliqués dans la pratique des mutilations génitales féminines. Au Burkina Faso, le cas que je connais le mieux, c'est quand même des femmes, c'est quand même les mères qui amènent, dans mon cas précis, c'est ma mère qui m'amène chez l'exciseuse sous des faux prétextes et je me retrouve dans une situation que je ne comprends pas et il m'arrive quelque chose que je ne comprends pas. Et après, je cherche à comprendre pourquoi ces choses-là m'arrivent, pourquoi est-ce qu'on m'amène dans une maison et qu'on me coupe quelque chose, et qu'à cet âge-là, je ne sais pas exactement ce que j'ai et c'est qu'on m'a coupé, je sais seulement que ça fait mal, je sais seulement que je constate l'indifférence générale, comme si c'était une pratique normale, et donc ça fait naître des questions dans ma tête. Et je ne comprends pas pourquoi moi je dois faire le ménage et les garçons pas. Donc cette distribution de rôles, je pose une question, c'est pour ça que le premier titre de mon livre, c'est parce que tu es une fille, parce que la réponse, c'est parce que tu es une fille. Et donc cela m'amène à me demander... C'est parce que tu es une fille, que tu es excisée, que tu fais le ménage, que tu fais les courses. C'est parce que tu es une fille. Et donc je me dis, c'est quand même... Moi, ça me fait peur parce que imaginez tout ce qui peut encore m'arriver de bien ou de mal parce que je suis une fille. Donc c'est pas une situation qui est apaisante, qui me laisse tranquille. Et donc voilà, je commence à me construire. Je ne me suis pas construite en voyant les femmes, je me suis construite en lisant Simone de Beauvoir. Voilà. Et ça... Donc, mais vous comprenez le combat féministe, enfin vous en êtes. Je comprends, je n'aime pas le mot combat, je comprends la recherche des mêmes droits et des mêmes devoirs pour tout le monde, qu'on soit homme ou femme. Ce n'est pas parce qu'on est une femme ou parce on voit aussi dans la politique de la diversité, on en débat beaucoup. Il y a quelqu'un qui, il y a 2 jours, un adjoint au maire dans une des communes bruxelloises qui m'a dit si tu n'étais pas noire, tu ne serais pas visible politiquement. Et je lui ai dit mais il y a beaucoup de noirs à Bruxelles, mais je ne les ai pas encore vus être visibles. Et toi, tu es blanc et je ne t'ai pas encore vu être visible non plus, tu es fini un peu presque politiquement. Donc, quelque part, le fait d'être noir, d'être maghrébin, d'être blonde ou d'être une femme, ce n'est pas une performance. On est, et puis c'est tout. Alors, ça dépend de ce que nous allons faire et qu'on peut prendre notre destin en main. Et moi, j'y crois absolument. Donc, j'ai absolument la pêche. Ce qui m'est arrivé, ça m'est arrivé et c'est tout. Ça ne me définit pas. Je suis une femme qui a eu mal à un moment de sa vie. Je me suis posé les bonnes questions et je suis une femme très épanouie, très heureuse. Ma question du point G, j'ai parlé dessus, mais quand je l'ai vu, je n'ai peut-être pas demandé comment il s'appelait. Mais voilà, donc on va de l'avant. On peut vraiment reprendre nos vies en main. Le féminisme, aujourd'hui, je n'aime pas du tout ce qu'on vient de voir avec les femmes qui sont excitées. Ça représente... Je ne comprends pas. Moi, je ne comprends pas. Je ne comprends pas que le fait qu'on aille montrer ses seins avec des choses écrites et qu'on fasse subir des violences aux gens,
puisse faire avancer la cause des femmes. Aujourd'hui, il y a quelque chose de plus sérieux que ça. On a le sexisme, donc se promener dans certains quartiers bruxellois. Ma manager à la banque où je travaille est une Parisienne. Elle m'a dit que dans certaines stations de métro, c'est quand même un peu difficile aussi. C'est normal, on est physiquement faible, donc il faut reconnaître ça aussi. Moi, j'aimerais pas avoir une barbe. J'aime bien quand même mettre du parfum et mettre du rouge à lèvres. J'y tiens absolument, quoi. Mais ça, c'est quelque chose qu'on nous reproche aussi. J'ai écrit ce livre à un moment où j'ai été à nouveau confrontée à ma féminité à Bruxelles. Qu'en tant que femme politique, je suis une femme coquette, qu'on me reproche ma féminité, je me dis, mais j'ai jamais vu des hommes qui se sont déguisés en femmes pour pouvoir réussir leur vie ou leur carrière. J'ai jamais vu Nicolas Sarkozy ou même vous, M. Gisbert, mettre une robe pour venir ici présenter votre émission. Oh, vous connaissez pas ma vie. Vous êtes bien cachés alors. En revanche, on nous demande, nous, il y a des gens qui m'ont déjà conseillé de porter des vêtements sombres et discrets. Si j'ai envie de montrer mes épaules et mes jambes, je suis une femme, donc quand même le droit d'être une femme aussi. Donc il y a quand même encore des choses à faire. Donc, la guerre des sexes, ça n'est pas terminé. Mais non, moi ça n'est pas terminé. Hein? Je ne crois pas que ce soit une guerre des sexes. Je crois que c'est une confrontation entre la bêtise, tout simplement, et la réalité des choses. Dans ce cas-là, on n'en finira jamais. C'est ça le problème. Mais comment finir alors avec la guerre des sexes, Richard Millet? Si c'est la bêtise, on n'en finira pas. C'est insondable, c'est interminable, c'est l'infini. Depuis l'origine des temps. C'est terrifiant. Ouais. Quelques formes que ça prend. Ouais. Oh, parfois, ça peut se passer dans une chambre, dans une petite chambre à Paris. Certes. Hein? Mais là, c'est de l'art. Des nuits entières, voilà. Oui. Ça s'appelle simplement faire la paix. Voilà comment on peut éventuellement s'en sortir, en espérant faire la paix, en essayant de faire la paix entre les hommes, entre les femmes, et en arrêtant d'employer un terrain lexical guerrier. Oui, mais vous avez dit, madame, tout à l'heure que... Quand vous dites de faire la paix, vous supposez qu'il y a la guerre. Attends, chacun son tour, s'il vous plaît, d'abord. Je préfère le mot paix, après ce que j'ai entendu venant de votre bouche qui m'a beaucoup ému et beaucoup touché, je préfère le mot paix que le mot guerre. Voilà, c'est mon point de vue. Richard Millet. On fait la paix, alors. Mais je suis pas en guerre. Richard Millet. Madame a dit tout à l'heure que l'espace privé de la chambre était le lieu d'inversion. Ça, on y est là, dans la chambre. Là, oui, non, mais je ne sais pas ce qu'on fait là, on ne va pas le dire parce que c'est encore trop tôt pour les enfants. Non, c'était le lieu d'inversion, parfois de domination, de rôle, mais par jeu. Vous avez dit ça. Et dans les deux sens du terme. Et dans les deux hein. sens. Ouais. Alors ça, c'est extrêmement intéressant parce que pourquoi ne pourrait-on pas l'appliquer au champ, mettons, politique? Parce que c'est plus difficile quand on est plusieurs. À 2 ou 3, ça peut fonctionner. À une centaine de milliers, ça s'appelle une partouze, oui. Alors, maintenant, tour de table. Je vais vous demander à tous quelle est la discrimination la plus grave dont vous avez été l'objet, et les hommes sont appelés aussi à répondre. Hein. Adèle Vendrette. J'ai failli ne pas pouvoir faire le métier que je fais aujourd'hui parce que j'étais une femme jeune, pas assez connue. Voilà. Et finalement, comment ça s'est passé? Le patron de la radio vous a dit... c'est des critères qu'il fallait mettre en avant pour pouvoir être légitime, pour prétendre à occuper le poste que j'occupe aujourd'hui. Le patron de France Culture de l'époque, je sais pas, vous a dit non, je mettez une barbe? Personne. Non, je dis juste... vous êtes mettez pas dans la... De toute façon, écoutez, ça fait longtemps que vous êtes à l'antenne et puis vous avez de nombreux auditeurs et auditrices. Bénédicte Lano. Alors, puisque vous voulez qu'il soit question de sexe, parlons-en. Lorsque j'avais postulé pour un poste à l'université, on m'avait dit « Oh, elle a 4 enfants, ça fait trop pour venir postuler dans cette poste. » Mais son mari, c'est dommage qu'il n'ait pas postulé. Mais lui, il n'avait pas 4 enfants. C'est la défaite des pères, déjà. Il y a encore du travail à faire. Gladys Bernard. Moi, c'est quand un professeur tout à fait charmant, que je considérais comme mon mentor, a demandé à mon voisin beaucoup moins qualifié que moi, parce que pas encore docteur, la réponse à tous mes travaux de recherche. En fait, toutes les réponses que je donnais dans ma thèse qu'il n'avait pas lues, il les a posées à mon voisin et ils m'ont oublié pendant 10 minutes. Sympathique. Lucie Vincent. Mais à commencer que dans mon lycée de filles, il n'y avait pas de cours de sciences. Il fallait que j'aille chez les garçons pour suivre. C'est un peu pour ça que je l'ai fait d'ailleurs. Mais et plus dernièrement, dans un repas, un déjeuner de travail avec des professeurs de médecine et quelques femmes, ou pas beaucoup. Et à un moment donné, il voulait un professeur qui voulait pérorer sur un sujet. Il s'est tourné vers moi et il a fait noter. Bien sûr. Il aurait pu vous demander aussi d'aller chercher un verre d'eau ou un sandwich? Oui, il aurait pu. Il aurait pu demander aux gens qui sont là pour ça aussi. Et c'est exactement ça. Vous êtes tellement dedans, mon pauvre. Richard Millet.
Quand je suis arrivé en France en 1967, venant du Liban, pendant 1 an, j'avais un tel accent qu'on m'a traité d'arabe et on a dit les Juifs t'ont foutu une raclée dans le désert, dans le Sinaï. Donc, ah voilà. oui, mais comme homme, parce que là c'est comme étranger, comme homme. Bah, comme étranger, c'est comme homme. Voilà, une discrimination de femmes que vous auriez subi, une grande souffrance. Non, aucune. De la part des femmes, non. Asita Kanko. La discrimination la plus grave que j'ai subie étant enfant, donc c'est l'excision. Et aujourd'hui, c'est quand un papa me demande, il y a 2 jours au restaurant, il y a 2-3 jours au restaurant, tu es maman, non? Je dis, bah oui, elle a 6 ans et je suis heureuse. Et comment tu fais pour faire tout ce que tu fais? Et que je lui réponds, bah t'es papa, non? Oui. Combien d'enfants? 2. Et comment tu fais pour faire tout ce que tu fais? Alors silence total. Je lui dis, moi c'est pareil. Voilà, donc c'est un peu souvent ce qui revient. Xavier Demoulin, alors vous avez beaucoup de téléspectateurs, sur M6. Oui, mais si vous avez souffert du fait d'être un homme pour trouver votre boulot à la télé ou pas? J'ai souffert avant ça, quand j'avais 17 ans, j'arrivais de banlieue, je voulais aller en boîte de nuit à Paris. J'étais avec 3 copains, on ne pouvait pas rentrer parce qu'on n'avait pas de filles avec nous. Et en fait, si vous n'avez pas de filles avec vous ne pouvez pas rentrer en boîte de nuit. Quand vous avez 17 ans, vous n'avez qu'une envie, c'est de rentrer en boîte de nuit pour rencontrer des filles. C'était impossible, parce que j'étais un garçon. Il fallait dans les boîtes gays à ce moment-là. Voilà. Hein, bon. C'est l'heure maintenant du jugement dernier. Ça, on ne parle pas de ça, on a le droit de rigoler aussi. Si vous voulez que je parle de ma carrière, on peut en parler. Il y a d'autres choses qui ont gêné ma carrière. Belle carrière, d'écrivain aussi. Alors, c'est l'heure maintenant du jugement dernier avec Géraldine Mühlmann qui va nous faire son débriefing philosophique. Voilà. Bon, Asita Kanko, je vous ai trouvé extraordinaire. Et je me suis dit qu'on était le 8 mars et que dans ce pays où j'ai appris il y a peu de temps, dans des colloques, que par exemple, sur des crimes d'excision, on renvoie souvent les coupables, ou présumés coupables, devant des cours correctionnelles et plus aux assises, qu'il y a une correctionnalisation du délit d'excision, qu'il y a des choses scandaleuses qui se font en ce sens. Je trouve que l'excision, ce pays, en tout cas, à sa façon, devrait faire signe au monde, quoi, dire que c'est un crime absolu, il y a quelque chose à faire. 125 millions de femmes. Enfin, je trouve que le féminisme dit beaucoup de vraies choses, notamment sur l'espace public, tout ce que vous avez dit, sur l'absence des femmes, sur la difficulté des femmes aussi à être présentes dans des espaces publics, ne serait-ce que parce que c'est parfois plus dur pour elles, y compris dans leur éducation. Mais cette intimité-là, de l'excision et de cette souffrance, je trouve qu'en proportion, on en parle incroyablement peu. Nous sommes, paraît-il, le pays des droits de l'homme. Il y a quelque chose à faire. Enfin, je trouve ça inadmissible que nous n'en parlions pas plus, ou nous devrions en parler tous les jours. Voilà, ça c'est mon coup de gueule à moi. Je voudrais en profiter pour dire que les questions de corps, c'est un peu ce que je suggérais tout à l'heure, sont vraiment au cœur des questions du féminisme, et qu'il y a une question qui a beaucoup investi la sphère féministe ces dernières années, qui est la maternité. Pourquoi pas la femme mère, etc. J'en ai un peu assez, non pas que ce ne soit pas des questions intéressantes, mais je trouve que la femme, autre chose que mère, la femme qui fait l'amour, la femme qui aime, qui est aimée, la femme qui subit des dominations dans d'autres... Je trouve qu'il faudrait parler d'autre chose, du corps des femmes, autrement que simplement comme mère, ce qui est devenu un des discours dominants. Et donc, je voudrais juste dire que lisez Doris Lessing, c'est les années 50, bien sûr. Le Carnet d'or, c'est un roman qui a marqué des générations de femmes. C'est un livre exceptionnel. Doris Lessing est morte il y a quelques mois, j'ai presque envie de dire il y a quelques semaines. C'est un prix Nobel de littérature. C'est une conquête de soi, à travers notamment la question de la sexualité, mais aussi à travers le militantisme, l'engagement politique. C'est une exploration de soi qui défie toutes les normes, tous les dogmes. C'est un grand... Je sais qu'elle ne supportait pas qu'on lise son roman uniquement comme un grand livre féministe. C'est un livre sur l'effondrement de soi et comment on essaye d'explorer cet effondrement et d'en sortir. Mais pour les femmes, ça reste un livre extraordinaire. Voilà. Merci Géraldine. Je rappelle maintenant les titres de vos livres. D'abord, Adèle Van Rett, avec Jean-Luc Nancy, s'il vous plaît, un grand philosophe. La jouissance, question de caractère, ça c'est aux éditions Plomb, ça sort bientôt. Hein. Le 13 mars. Réservez-le chez vos libraires, hein, parce que ça va s'arracher. Bénédicte Lano, on attend toujours le livre. Ça viendra peut-être. Gladys Bernard, le livre va arriver dans 15 jours, ça s'appelle La Barbe.
Hein. 5 ans d'activisme féministe. 5 ans d'activisme féministe. Et ça sort pour le Salon du Livre. Lucie Vincent. Alors, Lucie Vincent, il faudra que vous y remettiez, parce que vos livres sur l'amour, ça vous intéresse très biologiste, neurobiologiste, ça a très bien marché à l'époque. Oui. Voilà, ça c'est le dernier. Ça marche c'est encore le dernier, très mais bien. Ça fait. C'est toujours d'actualité. C'est toujours d'actualité. Les gens tombent toujours amoureux malgré tout. Mais oui, l'amour, c'est toujours d'actualité. D'ailleurs, Richard Millet nous le montre, parce que bon, ça se passe dans une chambre, sur un lit. Voilà. Pas toujours. Hein. C'est très très chaud bouillant. C'est pas à offrir aux enfants. Et ça s'appelle Une artiste du sexe aux éditions Gallimard. Alors vous, votre livre, très beau livre, Histoire d'une vie excisée, parce que tu es une fille, donc par Assita Kanko, c'est très émouvant. C'est vraiment un très beau livre, parce qu'on vous voit là, vous avez l'air épanouie, forte, décidée, enfin, vous avez une pêche incroyable. C'est aux éditions Renaissance du Livre, qui sont des éditions belges. Enfin, Xavier de Moulin, vous faites un petit chemin d'écrivain comme ça, puisqu'il y a eu un premier livre qui s'appelait Un coup à prendre, qui a eu un gros succès à l'époque. Et puis là, celui-là, il part bien, hein, que ton règne vienne. Je pensais que c'était peut-être votre père, mais bon, au début, vous vous dites c'est pas lui. Mais heureusement pour moi, non. Heureusement, oui, heureusement, parce que bon, c'est un père très particulier. Hein. C'est un très beau livre. Que ton règne vienne, aux éditions Jean-Claude Lattès. Merci. Merci à tous pour votre fidélité. On se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure, pour une nouvelle édition des Grandes Questions. C'est le samedi à 19h sur France 5. On parlera de guérir, comment guérir, de quoi guérir. À la semaine prochaine.